Bonjour à tous. Moi, c'est Julia, je travaille à l'Adaptation. Donc, aujourd'hui, j'occupe un poste qui est très lié aux relations entreprises et j'interviens justement dans les entreprises pour sensibiliser au handicap. Et j'ai une ancienne casquette de référente handicap en entreprise dans le privé. Donc, c'est avec cette double casquette, double regard que je pourrais contribuer ce matin. Donc ensuite, je vais me présenter vu que je suis en deuxième position. Donc Robin, fondateur d'Andineo. Donc Andineo, c'est une startup sociale que j'ai créée il y a 5 ans et qui a pour vocation de challenger un peu les politiques handicap d'entreprise, de favoriser l'inclusion dans les entreprises et de donner les moyens d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin dans les plans d'action. Et avec Julia, ça fait 3-4 ans maintenant. Ouais. Quasiment 5 ans qu'on fait des webinaires tous les ans sur des thématiques choisies en fonction des actualités, en fonction des enjeux du moment. Et on a déjà traité des sujets comme la communication autour de la RQTH, des sujets autour de la RSE. Et puis là, cette année, les sujets d'actualité, c'était vraiment comment structurer et donner de la force aux projets de politique handicap, aux démarches handicap. Et donc, voilà pour ma part. Et je vais laisser Pascal se présenter. On a perdu Pascal. Alors peut-être Mylène, le temps que Pascal. Oui, bonjour à tous. Écoutez, donc, Mylène Bermond, je suis chargée de mission emploi des personnes en situation de handicap au sein de la DRIETS 92, l'unité départementale du 92. Donc, j'ai en charge je m'occupe des accords agréés pour le département du 92 et également des entreprises adaptées et d'autres dispositifs qui sont liés à l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, j'ai vu que Pascal avait eu un petit souci de connexion puisqu'elle est déconnectée, mais elle se présentera quand elle reviendra. Et donc, Pascal est l'homologue de Mylène, finalement, sur le département de Paris. C'est bien résumé ou pas, Mylène? Oui, effectivement, c'est mon homologue sur le département du 75 et on est toutes les deux au sein de la DRIETS Île-de-France puisque on est au niveau régional, préfet de la région d'Île-de-France et au sein de chaque département, 75 pour Pascal et 92 pour moi. Merci beaucoup. Et du coup, en dernier invité, nous avons Julien de l'AGFIP. Bonjour à tous. Julien Viau, je suis chargé d'études et de développement à l'AGFIP Île-de-France. J'ai le plaisir d'accompagner des entreprises au quotidien dans leur politique handicap. Je suis également référent communication pour la délégation et j'ai préalablement travaillé plus de 10 ans en Cap Emploi. Donc, des sujets qui, comme vous, m'intéressent beaucoup. Merci beaucoup. Juste, j'envoie un petit message à Pascal pour qu'elle puisse se reconnecter et on va enchaîner. Donc Julia, je te laisse un petit peu contextualiser pourquoi on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui et pourquoi on a choisi ce sujet. Alors, on l'a choisi parce qu'il est d'actualité, parce que c'est vrai qu'on est en contact de beaucoup d'employeurs qui se questionnent sur la structuration de leur politique handicap. Des entreprises qui ne sont pas toutes au même stade de développement, qui n'ont pas toutes encore structuré cette politique. Et aussi parce que le 2025, ça va marquer aussi la sortie pour certaines entreprises d'accords agréés. Et du coup, se pose la question de la suite. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'avait pas traité sur les précédents webinaires et qu'on a trouvé assez d'actualité. Et donc, nous voilà réunis ce matin pour aborder ce sujet. Je l'ai remis dans le chat, n'hésitez pas. Du coup, comme l'a dit Robin, à chaque fin de partie, on laissera un petit temps de questions-réponses. Mais si vous voulez réagir dans le chat, vous pourrez et on pourra vous répondre en parallèle si on a la réponse de manière instantanée. Voilà, donc le déroulé de ce matin, c'est déjà de contextualiser pourquoi ou pourquoi pas, finalement, formaliser sa politique handicap. Et puis, quelles est l'étape préalable avant de se dire je formalise ou je ne formalise pas. On va aborder ensuite les différentes modalités de formalisation de cette politique handicap et puis la suite pour les structures qui sortent d'accord. Qu'est-ce qui se passe après?
qu'est-ce qu'on doit anticiper, qu'est-ce qui peut se mettre en place. Voilà, grosso modo, comment ça va se dérouler sur ce webinaire. Alors, on sait d'après vos réponses qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui débutent sur le sujet. Donc, n'hésitez pas s'il y a des termes un petit peu compliqués ou des sujets que vous voulez un petit peu creuser pour justement vous faire monter en connaissances, en compétences. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Notamment les acronymes qui sont parfois nombreux. C'est vrai. Alors, effectivement, on s'est dit qu'avant d'entamer le vif du sujet sur comment je formalise, c'est déjà de se poser la question de pourquoi je le ferai. Finalement, quel intérêt je vais avoir à formaliser ma politique handicap. Tu peux passer peut-être le slide, du coup. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on va dire là, ça vaut pour différents sujets. Finalement, quand on formalise les choses, quel que soit le sujet, on lui donne une dimension différente parce qu'on va le cadrer, on va le structurer. Et du coup, on va pouvoir établir des objectifs qui sont clairs, des enjeux d'atteinte, et puis une projection à moyen long terme. Et donc, forcément, ça va avoir une incidence généralement positive sur les résultats. On va gagner en facilité pour mobiliser aussi les salariés et les personnes dans les entreprises. On va pouvoir s'engager plus facilement dans de la co-construction et donner du coup, en l'occurrence, là on parle de politique handicap, donner une vraie place au handicap dans la politique RH de l'entreprise. Ça, c'est globalement, on pourrait faire d'autres constats. Il y a encore plein d'autres super arguments qui peuvent nous pousser à formaliser cette politique. Alors, quand on ne formalise pas, et pour ceux qui n'ont pas encore justement mis en place cette formalisation, moi, je l'ai vu quand j'ai démarré dans le handicap il y a 15 ans et que l'entreprise dans laquelle j'étais mettait les choses en place. Clairement, l'absence de cadre va avoir une incidence, puisque quand on n'a pas de cadre, on a moins ou pas d'objectifs, ou en tout cas pas forcément avec une vision long terme. Il y a forcément moins d'enjeux, puisque si on n'a pas d'objectif et de feuille de route, finalement, si on n'atteint pas un objectif qui n'existe pas, à la limite, c'est pas forcément très grave. Et donc, on est plutôt généralement sur des politiques handicap qui vont mener des actions ponctuelles, pas forcément coordonnées, des résultats qui vont avoir moins d'impact, un peu plus de mal à mobiliser les personnes aussi, et puis plus de difficultés à donner vraiment cette place centrale au handicap en fait au sein de la politique RH. Et donc forcément, alors c'est pas pour ça que quand on ne formalise pas, il ne se passe rien, mais du coup, comme je pense que certains, même peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà pu le constater, travailler sur le volet du handicap, c'est long, ça demande beaucoup d'énergie, de ténacité. Et effectivement, formaliser les choses aide très souvent beaucoup, notamment les référents handicap. Voilà un peu le contexte qu'on voulait poser. N'hésitez pas à réagir ou Robin à compléter ou Julien. Voilà. Mais je vais essayer de tenir le timing. Donc voilà, je fais concis. Je pense que c'est très clair. Donc ça pose un peu les bases de pourquoi finalement il y a un intérêt de formaliser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avant de passer à cette étape de cadrage, de formalisation, d'engagement de l'entreprise dans une démarche? Quand on a préparé ce webinaire avec Julien, Mylène et Pascal, on a fait le constat que souvent les entreprises passaient par une phase de diagnostic ou du moins d'autodiagnostic. Et souvent ces diagnostics-là, quand on ne sait pas de quoi on part, il y a en général 4 étapes qui se dessinent le plus souvent. Donc déjà, c'est évaluer l'état actuel des actions de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise mène en faveur des collaborateurs qui peuvent avoir un handicap ou non. Donc ça permet déjà de faire un peu un bilan de ce qui est mené par l'équipe RH et par les managers. Ensuite, obtenir des retours terrain. En général, ça passe par des échanges avec des salariés directement, qui sont concernés par un handicap ou pas, qui ont rencontré des situations de handicap ou pas. Et ça passe après par la définition d'objectifs qui peuvent être réalisables par l'entreprise et une feuille de route. Et du coup, c'est là où, en fonction du diagnostic, la feuille de route est plus ou moins avancée, plus ou moins concrète, parce qu'on a plus ou moins un vrai état des lieux complet. Et donc, dans cette partie-là, Julien, je ne sais pas si tu veux présenter un petit peu le module autodiagnostic de la GFIP, puisque ça permet déjà de poser les bases d'une situation. Après, je sais qu'il y a des modules pour aller plus loin. Oui, absolument, merci beaucoup. Alors, on vous partagera le lien vers l'autodiagnostic, qui est un outil, me semble-t-il, intéressant. C'est un cheminement à travers une trentaine de questions sur ce que l'entreprise met déjà en place en termes. Alors,
on va évoquer les différents sujets d'une politique handicap. On pense naturellement à la sensibilisation interne, à la communication, à la formation des acteurs de l'entreprise, au recrutement, à l'accompagnement des collaborateurs, à l'évolution professionnelle, aux achats, etc., à l'accessibilité. Cet autodiagnostic a le mérite à la fois de poser l'ensemble des questions utiles, j'en suis où sur l'ensemble de ces sujets, et de proposer une petite représentation en toile d'araignée, en radar in fine, pour voir les points de progression possibles, et puis effectivement là où je peux d'ores et déjà être fier de mes réalisations. Mapping. Je vous partage dans le chat l'outil. C'est un bon point de départ pour moi, vraiment exhaustif, et qui pose déjà un certain nombre de questions utiles pour la suite, avec sans attendre des ressources et des renvois vers des outils utiles. Parce qu'en fait, une démarche handicap, c'est assez large finalement quand on se penche dessus. Donc ça permet d'avoir vraiment tous les sujets sous les yeux, en fait, une bonne visibilité des différents sujets. C'est exactement ça. On me pose la question de l'accessibilité. C'est vrai que je l'adresse pas vraiment aujourd'hui dans mon entreprise. Il va falloir que je m'y mette. Et j'ai d'ores et déjà les premiers enjeux qui sont posés. Et il me semble que par la suite de cet autodiagnostic, il y a la possibilité d'aller plus loin pour des entreprises qui veulent s'engager. Oui, bien sûr. Alors, je réévoquerai un peu plus tard l'accompagnement de la GFIP, mais c'est pour nous tous, là, autour de l'écran, un principe précieux de base, c'est un état des lieux. C'est comprendre d'où je pars. Alors, en termes d'action handicap, mais au-delà, quelle est la dynamique interne pour les entreprises un peu conséquentes, l'état du dialogue social? C'est un sujet plutôt fédérateur, hein, on le constate, le handicap, la santé au travail d'une façon générale. Qui va être potentiel ambassadeur dans mon entreprise du sujet, et comme le disait Julia, d'autres sujets, hein, de la grande famille de la RSE, pour faire simple. Voilà, quelle dynamique interne, quels sont les sujets qui sont déjà traités. Un référent handicap, on va le dire, ne doit pas travailler seul. C'est un thème qui doit pouvoir être partagé. Donc, il y a nécessité, de notre point de vue, de dresser un état des lieux complet, et nous proposons, après cet autodiagnostic, soit un diagnostic en concertation avec la GFIP, diagnostic simple, ou ce qu'on a effectivement là à l'écran, un diagnostic action. Le principe est assez simple. La GFIP est de façon non facturée, alors j'aime bien ne pas dire gratuite. Tout ce que propose la GFIP est financé par les contributions des entreprises qui n'atteignent pas les 6%. Le principe est de vous proposer l'intervention d'un prestataire spécialisé sélectionné par la GFIP sur marché pour à la fois un état des lieux poussé, puis la construction d'une feuille de route concertée. Encore une fois, le référent handicap n'est pas seul, ou la personne qui est en charge du sujet n'est pas seule, mais on travaille avec les recruteurs, et bien précisément le sujet du sourcing. On travaille avec des managers, la question de l'accompagnement, avec les services de santé au travail. On va construire un plan d'action pour les années à venir, et de façon vraiment collégiale. Donc, une mesure tout à fait utile pour les entreprises un petit peu conséquentes qui souhaitent se projeter, qui sont par exemple multisites, et pour des entreprises de taille plus modeste, eh bien le diagnostic pourra être établi en concertation directement avec le consultant AGFIP. Super. Bien, pour faire juste très rapide, il y a une question dans le chat. Est-ce que tu nous confirmes bien qu'on peut faire l'autodiagnostic même si on n'a pas encore de partenariat formel avec la GFIP? C'est ouvert à tout le monde, on est d'accord? Naturellement, je vous partage dans la conversation le lien. C'est un outil que vous pouvez utiliser en autonomie, hébergé par la GFIP. Absolument. Première étape intéressante pour se lancer dans une réflexion handicap. Super. Et donc, du coup, avec ça pose les bases un peu de la démarche. En complément, avec Andineo, pareil aussi, et gratuitement, on fait du diagnostic conseil pour faire l'état des lieux un petit peu de là où vous en êtes. Et derrière, on peut proposer des accompagnements et des actions aussi de sensibilisation, de formation, etc., qui peuvent être financées par différentes façons.
Donc, n'hésitez pas à nous recontacter aussi par la suite pour en savoir plus. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la partie pourquoi on formalise cette phase de diagnostic, de poser un petit peu les bases de la réflexion? Il y a Julien qui vous a partagé le lien vers l'autodiagnostic AGFIP dans le chat. Si vous avez des questions qui viennent après coup, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. De la même manière, on y répondra soit oralement dans la foulée, soit à la fin de la partie. Donc, comment on formalise la démarche? Donc, quand on a fait un peu le point ensemble, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs façons de formaliser une démarche handicap, vraiment lui donner un cadre et donc une structure. Soit l'entreprise développe un plan d'action autonome, c'est-à-dire que les équipes sont autonomes sur le sujet, elles s'organisent comme elles le souhaitent, mais c'est cadré peut-être dans une charte interne ou un projet stratégique interne. Soit on peut aller vers une convention de développement de l'emploi, et donc ça sera avec la GFIP, on va le voir juste après. Soit on peut aller vers la signature d'un accord handicap d'entreprise, qui n'est pas agréé, et quand on dit d'entreprise, c'est même un petit peu plus large. Ça peut être avec des groupes ou des branches d'entreprise. Et puis, il y a aussi l'accord handicap d'entreprise qui est agréé. Et donc là, on est sur un dispositif assez particulier qu'on vous présentera aussi. Dans les 4 cas, ça donne un peu un cadre à votre projet. Et donc, ça vous permet d'avancer, comme on l'a dit, un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Oui, et j'ajouterais, Robin, on le verra aussi après, et vous l'aurez à la fin d'ailleurs. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous arriviez à vous projeter par rapport à votre situation à vous, de vous dire quelle est la meilleure solution pour moi, avec une espèce de checklist, une petite box à cocher. Et à un moment donné, c'est de vous poser et de vous dire, voilà, si je coche plein de petites coches à cet endroit-là, peut-être que pour moi, la bonne action, c'est celle-ci, etc. C'est ça, parce qu'il y a quand même une assez grande variété de personnes inscrites en termes de typologie d'entreprise. Donc, il y en a qui ont des petites entreprises, d'autres des plus grandes. Donc, alors Daniela pose une question sur l'accord agréé. Ouais, on va y revenir, on va la détailler. Je va vraiment le voir en détail. Après, avec la dette, on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Déjà, pour commencer, le plan d'action autonome. Donc ça, c'est un peu le plan par défaut. C'est-à-dire que chaque entreprise a un plan d'action autonome. Ne rien faire, c'est déjà avoir faire un choix en termes d'action, mais on peut le structurer et vraiment faire pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, quand on parle de plan d'action autonome, c'est une stratégie qui est mise au point par l'équipe RH et qui peut être accompagnée ou pas par des services externes. On dit que vous êtes quand même autonome parce que c'est pas en partenariat avec des services publics, notamment. Et sur les modalités, c'est vous qui formalisez comme vous le souhaitez. Là, j'ai mentionné rapidement charte handicap, PowerPoint, Word, site internet, ça peut être un intranet par exemple, voilà. Il y en a qui le publient aussi sur des pages RSE, bon, voilà. Les actions sont libres en termes de budget, de prestataires, donc c'est à vous de négocier les budgets en interne. Et au niveau des actions qui peuvent être déductibles de la contribution handicap, donc la contribution handicap, c'est ce qu'on appelait avant la contribution AGFIP ou la contribution liée à la DOTH, donc ça s'appelle la contribution handicap. Et dans la limite de 10% de votre contribution, vous pouvez faire des actions qui seront du coup déduites de cette contribution. Il y a aussi un mécanisme avec la partie main-d'œuvre d'ESAT, EA et TIH, donc les établissements du secteur protégé et adapté, ou les travailleurs qui emploient des travailleurs handicapés. Si vous avez par exemple une activité que vous souhaitez sous-traiter, vous pouvez déduire une partie de cette activité-là de votre contribution à GFIP aussi. Voilà. Donc il y a un peu ces mécanismes de déduction-là, mais globalement, c'est quand même des budgets internes de votre côté, donc c'est l'entreprise qui prend en charge le plan d'action. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter au niveau des autres intervenants sur la partie autonome. Voilà, c'est quelque chose d'assez c'est assez simple, standard. Mais ça permet effectivement de poser les bases d'une structuration sans brûler les étapes, on va dire. On ne peut pas tous se dire, allez hop, demain, je signe un accord agréé. Ça pose les jalons, effectivement, d'un cadre structurant et ça s'adresse effectivement aux entreprises qui sont plutôt un peu, qui démarrent et qui veulent travailler en mode projet, mais voilà, en mode simple. C'est-à-dire que là, si l'équipe veut organiser juste une petite action de sensibilisation dans l'année, elle peut le faire. Si elle veut revoir un peu les process de recrutement, elle peut le faire. Voilà, c'est vraiment ce qu'on pourrait attendre d'une équipe RH qui agit librement sur le sujet. Je dis équipe RH, mais en fait, ça peut être plus large. RSE, communication, manager, les personnes qui veulent s'engager sur le sujet.
on rappelle souvent que le premier pas est positif. Mm. Et Pour, ça permet surtout d'avoir des retours terrain, ouais. des retours, voilà, de ne pas hésiter à se lancer pour avoir c'est déjà ces premières actions et puis pouvoir construire de manière un peu plus structurée par la suite, par exemple. Absolument. Et pour l'accompagnement AGFIP, hein, on propose vraiment euh, un appui graduel en fonction de la disponibilité et de la volonté de l'entreprise. On soumet aussi une trame de plan d'action parce que c'est toujours bien de s'écrire effectivement un certain nombre d'objectifs et les initiatives à prendre pour les atteindre. Donc, je vous le redirai, hein, mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On peut vous proposer une première feuille de route qu'on allège, encore une fois, selon vos disponibilités et selon vos besoins. Pas obligé d'aller, c'est un peu le message aussi ce matin, d'aller vers convention ou accord pour euh, atteindre des résultats vraiment intéressants. Parfait. Et du coup, ça fait la transition avec le dispositif côté AGFIP sur la convention de développement de l'emploi. Alors ça, quand on a préparé, je ne connaissais pas. Et donc, tu vas pouvoir nous expliquer ça aussi un petit peu plus en détail en quelques minutes pour voir un peu comment ça fonctionne. Absolument. Alors, vous le savez, hein, l'AGFIP propose des aides et des services à toute entreprise, même de moins de 20 salariés. L'obligation d'emploi concerne les 20 salariés et plus, mais il y a un principe de mutualisation. L'AGFIP, tu l'évoquais, Robin, gère les fonds, c'est le sens de notre nom, hein, d'ailleurs, les fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, c'est un peu plus de 500 millions d'euros par an. Nous proposons des aides et des services pour favoriser la rencontre avec le candidat, puis le maintien dans l'emploi, la bonne adaptation des conditions de travail des collaborateurs. Donc ça, j'ai l'habitude de dire que c'est notre intervention de base. Au-delà, nous proposons depuis plusieurs années une offre de conseil et d'accompagnement aux entreprises. Je commence à évoquer, c'est-à-dire de l'outillage autodiagnostic, diagnostic action. L'entreprise qui souhaite avoir des informations, des conseils au regard de une possible démarche handicap, eh bien, peut être appuyée sur de la sensi, sur de la professionnalisation, de l'appui au recrutement, etc., etc. Et puis, on a des entreprises qui souhaitent s'engager plus fortement, aller au-delà de la boîte à outils traditionnelle de la GFIP et qui souhaitent véritablement, c'est le sens de ce qu'on vous présente ce matin, muscler, structurer une politique handicap, atteindre de vrais résultats. Dans ce type de cas, nous proposons effectivement une convention de développement de l'emploi. Alors, c'est quoi? C'est bien sûr bénéficier des aides et des services traditionnels de la GFIP. On continue à contribuer financièrement lorsqu'on n'atteint pas les 6%, mais on va bénéficier d'un appui complémentaire. Donc, il y a une négociation avec les services de la GFIP de cette convention de développement de l'emploi. Je m'engage, entreprise, à atteindre un certain nombre d'objectifs en termes de sensibilisation, encore une fois, de formation des acteurs de l'entreprise en la matière, de recrutement, quelles que soient les formes de contrat, d'accompagnement des collaborateurs, d'achat, etc. Et au regard de ces objectifs, eh bien, la GFIP va apporter un soutien spécifique, appuyé et notamment financier. C'est-à-dire que, je vais être très concret, on va cofinancer la rémunération de la personne qui est en charge de l'animation de cette convention. Mais vous l'avez compris, ça suppose des contreparties en termes de disponibilité, d'engagement, de résultats à atteindre, de déploiement d'actions, etc., etc. Ça veut dire aussi que dans le budget que nous allons construire ensemble, eh bien, la GFIP peut cofinancer. Je dis toujours cofinancer parce qu'on s'engage avec vous. Peut cofinancer des actions qui auraient du sens pour vous, encore une fois, en termes de sensibilisation, de recrutement, d'accompagnement des collaborateurs. Je souhaite passer un partenariat avec telle association qui s'engage sur le sujet de l'emploi des jeunes en situation de handicap, par exemple, sortant de cursus universitaire, ou je souhaite participer à un salon en ligne dédié handicap, eh bien, la GFIP peut cofinancer si ça a du sens pour l'entreprise signataire et si on perçoit bien que ça peut faire avancer la question du handicap en interne et puis le taux d'emploi. Ça s'adresse à toute entreprise soumise à l'obligation d'emploi. De fait, ce qu'on constate, c'est que plutôt les entreprises
d'une certaine taille qui se tournent vers cette solution, souvent, encore une fois, qui sont présentes, c'est pas une condition, hein, mais souvent présentes sur différentes régions en France, avec encore une fois cette disponibilité et cette volonté d'avancer significativement, auquel cas la GFIP s'engage auprès d'elle sur des ressources entre guillemets humaines et financières. En fait, ce qui est intéressant de retenir là, c'est que l'AGFIP, c'est une association de gestion des fonds, donc il y a un certain nombre de fonds qui sont collectés, et il y a un dispositif qui est créé avec pas mal de leviers d'action finalement, des aides à plusieurs niveaux pour les entreprises qui débutent, pour les entreprises qui sont engagées, qui souhaitent se renouveler, qui souhaitent aller plus loin avec des conventions, etc. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait, si vous n'êtes pas déjà en contact avec un conseiller de la GFIP, rentrer en contact pour, de manière personnalisée, avoir aussi ces conseils-là et de comprendre les différents dispositifs, parce qu'ils sont assez nombreux finalement. Et on monte en gamme, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est graduel. On a parlé de l'autodiagnostic, ensuite il y a le diagnostic action, on a évoqué le plan d'action autonome, encore une fois on peut vous soumettre une trame, et lorsque véritablement je souhaite formaliser, je regarde, j'ai une perspective aussi accord peut-être à agréer. La GFIP travaille en étroite relation avec les services de l'État et on entendra Pascal et Mylène sur le sujet tout de suite. Et bien voilà, j'ai cette convention qui me permet déjà de mobiliser le collectif de travail, les partenaires sociaux aussi, on a évoqué le dialogue social, c'est fondamental, et de prendre des engagements assez forts, de structurer une démarche, c'est ce que propose la Convention. Super, merci. Et donc, juste pour clôturer un peu ces deux modalités d'action, à la fois la partie autonome et la partie plutôt conventionnée, le contenu de tout ça, ce qui est action de sensibilisation, action pour les salariés, etc., j'ai vu que c'était dans les demandes des personnes qui s'étaient inscrites, d'aller dans le détail de ce qu'on peut organiser comme type d'action, etc. C'est pas l'objet de ce webinaire d'entrer en détail de ce qu'on peut clairement mettre en place pour les salariés. Non, on parle vraiment du cadre de la structure, de comment vous pouvez cadrer votre politique handicap et avancer. Donc, s'il nous reste un peu de temps à la fin, on pourra vous donner quelques astuces, quelques conseils. Mais on a fait d'autres webinaires sur le sujet vraiment purement de la sensibilisation aux salariés, etc. Donc, on pourra revenir dans le détail dans le futur contenu. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter, c'est aussi un dispositif qui est un peu moins connu. Ce sont donc les accords handicap agréés d'entreprise, de groupe ou de branche. Ces accords handicap, contrairement à ce qui pourrait aussi se dire en ce moment, ce n'est pas la fin de tous les accords handicap agréés. Ce qui est mis en place et ce qui a lieu en ce moment, c'est la fin des renouvellements illimités d'accords handicap agréés. Donc, c'est tout à fait possible de se lancer dans un accord handicap. Et Julia, est-ce que tu veux expliquer un petit peu en quoi ça consiste l'accord handicap? Et puis après, je pense qu'on pourra laisser Mylène et Pascal expliquer Compléter vraiment. avec le slide. On vous a mis un tableau comparatif derrière qui est assez explicite et qu'on laissera les expertes commenter. Non, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accord, le principe et ce qui le différencie des autres modalités, c'est que quand on signe un accord agréé, on a construit un plan d'action solide et engagé, c'est-à-dire qu'on prend des engagements chiffrés, quantitatifs sur différents axes tels que le recrutement, on détaillera après, et puis du coup, c'est souvent des entreprises, alors de taille parfois quand même un peu plus importante, qui souhaitent s'acquitter autrement de leurs obligations. Pourquoi on dit s'acquitter autrement? Parce que quand l'accord est agréé, il est exonératoire, c'est-à-dire que l'entreprise qui va s'engager sur cette démarche-là d'accord agréé ne va plus être redevable de la contribution handicap durant toute la durée de cet accord. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne va rien faire, puisqu'au contraire, elle a pris des engagements solides et elle est suivie de près par la dette. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'elle aurait dû verser finalement à la GFIP, elle va l'utiliser pour développer des actions et répondre à son taux d'emploi, son obligation d'emploi des 6%. Donc, ça permet finalement d'avoir un budget en interne dédié à ce sujet, ce qui peut être hyper facilitant, et c'est ça la base des accords handicap, et c'est aussi pour ça que les accords handicap agréés à durée illimitée
s'arrête, c'est que initialement l'accord agréé avait été quand même conçu pour aider les entreprises à se lancer. C'est-à-dire, voilà, en vous exonérant, vous avez un budget, c'est aussi plus facile de se lancer. Donc, pour qui on a mis ces accords agréés? Donc, bien sûr, toute entreprise de 20 salariés ou plus qui est soumise à l'obligation, sur le principe. Après, une entreprise de 21, 20 salariés ne va pas forcément se lancer sur ce type de formalisme. En tout cas, dès lors qu'on ne répond pas à son obligation d'emploi et qu'on verse une contribution importante, la question de l'accord peut se poser, surtout si on veut mener des actions ambitieuses et qu'on veut pouvoir aussi les porter en interne. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de cadre. Quand on s'engage sur un accord agréé avec les partenaires sociaux, etc., l'engagement est fort et du coup, la mobilisation des acteurs en interne est d'autant plus importante, peut être facilitante. Donc, voilà, on est sur encore une autre étape qui peut venir après la convention finalement avec la GFIP, par exemple. Voilà, grosso modo. Et puis du coup, sur le slide suivant que Robin, tu vas nous afficher, je vais laisser Mylène effectivement et Pascal le commenter. On l'a fait de manière très visuelle avec effectivement la différence entre un accord handicap classique et un accord agréé, puisqu'il y a quand même une variabilité, notamment le fait que l'accord handicap non agréé n'est pas exonératoire. Ça veut dire qu'on va devoir continuer à payer sa contribution. Il y a encore là-dedans quelques petites différences. Et puis du coup, on trouvait ça intéressant d'avoir des experts sur le sujet qui puissent vous commenter et puis aussi vous expliquer quelles sont les attentes de la dette quand les entreprises les sollicitent et envisagent un accord. On le disait, Pascal et Mylène, dites-moi si je me trompe, mais qu'effectivement, c'est bien que l'entreprise vous sollicite avant que l'accord soit déjà tout bouclé et que voilà, vous êtes plutôt très, très enclin à avoir des échanges en amont et à accompagner aussi des entreprises. Oui, c'est ça, Julie. En fait, quand on décide de faire un accord handicap, un accord handicap quel qu'il soit, de développer la politique handicap, il y a déjà un premier pas de signer un accord handicap avec les partenaires sociaux. Donc, c'est ce qu'on va effectivement appeler l'accord handicap non agréé, c'est un accord de droit commun. Et puis, possibilité aussi de demander l'agrément de cet accord. Donc, je ne sais pas si Pascal est connecté. Normalement, oui. Par téléphone, on a réussi. Donc, si Pascal veut bien nous parler de l'accord l'accord handicap de droit commun, et puis j'enchaînerai après sur la différence avec quand on demande l'agrément. Juste réactiver le micro. En tout cas, je la vois connectée. Je vais continuer. Ouais. Donc, je disais, quand on démarche une politique handicap, quand on a fait un premier pas avec la GFIP et qu'on souhaite vraiment développer sa politique handicap, on met en place un accord handicap au sein de l'entreprise qui va être effectivement négocié et signé avec les partenaires sociaux. Donc, il y a deux possibilités, soit faire la demande d'agrément de cet accord pour aller plus loin et pour effectivement utiliser comme vous l'avez dit, le budget de l'accord pour développer la politique handicap, ou simplement dire, voilà, je commence ma politique handicap et je suis un accord de droit commun que je dépose auprès de l'État. Donc, quoi qu'il en soit, l'accord, il est toujours validé par l'État, puisqu'il est déposé sur la plateforme Téléaccord et après, en vue de publication sur Légifrance. Donc voilà, ça reste un accord de droit commun. Et d'ailleurs, on invite également, on en reparlera quand on sort d'accord, à continuer à perdurer, à signer des accords avec les partenaires sociaux, ce qui donne quand même une indication d'une société handi-engagée, voilà, par la signature d'un accord handicap. La différence avec cet accord agréé, donc du coup, il y aura pas d'effet sur la contribution. Vous signez votre accord handicap, c'est pour effectivement informer que vous avez commencé une politique handicap, mais vous n'avez pas d'effet sur la contribution. Ça ne neutralise pas le budget, la contribution pendant un certain temps. L'accord peut être variable et le contenu va être selon le code du travail, en fait. On va pas, effectivement, c'est toujours un accord en vue et
pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise, donc que ce soit le recrutement ou le maintien en emploi. Donc pour continuer sur cet accord non agréé, en fait, voilà, vous le déposez et puis il est validé par l'État et après vous faites vivre cet accord de façon libre au sein de l'entreprise. Vous avez juste effectivement un suivi et un pilotage à faire auprès de vos partenaires sociaux. Mais il n'y a rien d'autre au niveau de l'État, c'est juste comment dirais-je, une action au sein de l'entreprise. En revanche, si vous voulez aller plus loin et demander l'agrément de cet accord, vous avez toujours la même démarche que l'accord handicap, c'est-à-dire que vous déposez cet accord sur Téléaccord et par la suite, vous en faites la demande sur le logiciel qui est AgapTH, donc auprès de la DRIETS, qui est l'adresse de votre siège social. Donc là, c'est effectivement, vous avez là pour le coup plus d'actions par rapport à cet accord agréé. C'est-à-dire que voilà, l'adresse va étudier votre accord, va effectivement étudier la demande et va vous donner l'agrément. Et dans l'accord, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut absolument 2 axes, c'est-à-dire un plan de recrutement et un plan de maintien en emploi. L'agrément va vous donner un accord pour favoriser l'emploi direct des personnes en situation de handicap au sein de votre entreprise. Donc voilà, c'est vraiment la différence par rapport à un accord où on parlait de contenu libre selon le Code du travail, mais quand on demande l'agrément, l'accord doit vraiment comporter ces 2 axes, recrutement et maintien en emploi. Et puis, effectivement, vous allez du coup avoir l'agrément, ça va neutraliser votre budget pendant 3 ans. Donc, cette neutralité de budget pendant 3 ans, elle va vous permettre de développer votre politique handicap en interne, toujours en faveur de l'emploi direct des personnes en situation de handicap. Et le fait d'avoir un accord par l'unité départementale ou la DETS de votre siège social, ça va vous obliger quand même tous les ans à faire un retour au niveau de l'État sur on va contrôler vos dépenses, votre budget, et en fonction de tout ce que vous aurez mis en place. Et puis également, tout ce qui va être objectif, vous allez avoir des objectifs à mettre en place, des objectifs de recrutement, de maintien en emploi, et avec effectivement un objectif d'atteinte du taux d'emploi. Donc voilà, vous avez vraiment une obligation envers l'État que vous prenez en amont. Quand vous demandez l'agrément, vous avez des objectifs à mettre en place, taux d'emploi, recrutement et puis le nombre de maintiens en emploi et effectivement l'utilisation de votre budget qui va être la contribution que vous auriez dû verser aux URSSAF par rapport à l'année précédente. D'accord ? Donc pendant 3 ans, c'est neutralisé. L'accord est renouvelable une fois. Donc au totalité, en fonction de votre sirène, vous avez droit à 6 ans d'agrément par rapport à ce renouvellement. Et puis, effectivement, durant toute la durée de l'accord, vous devez avoir un pilotage et un suivi auprès de vos partenaires sociaux et pilotage selon ce que vous avez défini dans votre accord, et puis suivi régulier et surtout bilan annuel auprès de l'État. Voilà. Donc pour synthétiser un petit peu tout ça, je mets en place une politique handicap, par exemple, la convention de développement avec la GFIP qu'on vient de voir auparavant. Vous pouvez, dans ce cadre-là, signer un accord handicap avec vos partenaires sociaux et ne pas en demander l'agrément. Et puis, je souhaite continuer et vraiment développer l'accord. Je signe un accord handicap et j'en demande l'agrément. Voilà. Donc là, finalement, c'est un dispositif qui est pas utilisé de toutes les entreprises, mais tout le monde peut s'en saisir. Tu me reprends si je me trompe, mais vous pouvez aussi être disponible pour orienter sur ce dispositif-là bien en amont, avant qu'on envisage de vraiment se lancer.
Pascal n'a pas pu se reconnecter, donc petit problème technique, on s'en excuse. Et du coup, je vais passer à la slide d'après, qui vient un peu compléter ce que tu disais là. Parce que du coup, il y a quand même des choses à anticiper quand on se lance dans un accord, même si c'est un dispositif qui est très intéressant, puisque ça permet de développer concrètement un budget interne et de le structurer et d'engager pas mal de parties prenantes. Il y a quand même des choses à anticiper. Je sais pas si tu voulais dire 2 mots, Mylène, par rapport à ça. Oui, Parce que notamment ce que nous avait dit Pascal pendant les temps de préparation aussi. tout à fait. Oui, en fait, c'est important de se dire que effectivement, la politique, la mise en place de l'accord, c'est bien de nous solliciter auparavant, puisque effectivement, on a souvent par rapport au budget, par rapport à ce qui est déductible, éligible au budget de l'accord, on vous oriente aussi par rapport à ça pour vous dire oui, cette dépense est éligible au budget de l'accord, celle-ci ne l'est pas, et on vous accompagne vraiment dans la construction de votre accord agréé, dans la construction de votre accord, demande de l'agrément et suivi. Effectivement, on est aussi en amont, donc vraiment dans l'accompagnement du développement de la politique handicap, pendant et jusqu'à vous accompagner aussi vers la sortie d'accord, c'est-à-dire à la fin des 6 ans et le renvoi vers la GFIP. C'est vrai qu'on peut être, et on vous invite vraiment à nous solliciter avant pour pouvoir être accompagné à ce niveau-là. Mylène, on a une petite question qui vient de tomber avant que je laisse la main à Robin. On nous pose la question, quelle est la différence pour l'accord agréé de branche? Alors, l'accord agréé de branche est géré au niveau national, parce qu'il regroupe plusieurs branches professionnelles, et l'accord agréé de groupe ou d'entreprise est géré au niveau départemental, au niveau de l'endroit où se trouve le siège. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ensemble d'établissements qui peuvent être sous accord, qui doivent appartenir au même groupe. C'est ça. Souvent, on parle des numéros de ciré et des numéros de sirène pour bien juridiquement en fait faire la différence et comprendre comment c'est structuré. Juste un petit mot là-dessus. Alors, le sirène, c'est vraiment l'entité du groupe, et les sirettes, ce sont les établissements. Donc, un même numéro de sirène peut avoir plusieurs sirettes, parce que j'ai l'entité, mon siège social, mais je peux avoir plusieurs établissements au niveau de toute la France. Donc, ce sera les sirettes, et le sirène, c'est vraiment mon entité du groupe. Et c'est d'ailleurs sur le sirène maintenant qu'on se base et non plus sur les sirettes des établissements pour calculer l'obligation d'emploi. Ça fait 5 ans, mais quand même, pour certains qui arrivent sur le sujet, ça peut être, on peut ne pas savoir. Donc effectivement, l'obligation se calcule par rapport aux sirènes et non pas aux sirettes. Donc la contribution handicap dépend de l'effectif global du groupe, et l'accord handicap s'applique du coup à un groupe, un ensemble d'établissements. Exactement. Et est-ce que tu peux nous confirmer aussi par rapport, dire 2 mots sur la fin des accords handicap qu'on a entendu parler on n'a pas vraiment de source officielle qui explique concrètement, voilà. Ouais. Alors, on ne parle pas de fin des accords handicap agréés, ce n'est pas la fin, c'est effectivement les accords continuent, mais sont limités dans le temps. Donc, on reparle d'un même numéro de sirène peut avoir un agrément pour 6 ans. Et puis après, effectivement, il ne pourra plus redemander l'agrément, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut continuer et pérenniser la politique handicap continuant à signer des accords handicap avec les partenaires sociaux. Et puis, effectivement, après, quand on a fini ces 6 ans de période d'agrément, on vous renvoie vers la GFIP pour pouvoir effectivement pérenniser et perdurer cette politique handicap. Donc, ce n'est pas la fin des accords handicap, c'est la limitation dans le temps. Oui, tous les accords sont limités dans le temps, y compris les accords de branche. Robin, je te laisse reprendre peut-être cette partie-là, on va la revoir à la fin. Et donc, ça veut dire qu'une entreprise qui veut déposer un accord pour 2026, c'est toujours possible en fait. Oui, pour un accord pour 2026-28, vous avez jusqu'au 31 mai de l'année 2026 pour déposer l'accord auprès des DETS ou de l'unité départementale de votre siège social.
Et pour connaître le détail du coup de tout ça, le mieux c'est d'échanger avec vous par la suite s'il y Exactement. a besoin. Ok. Et quand on parle des accords, on voulait voir aussi comment se positionner la GFIP en parallèle peut-être de s'il y avait des accords qui étaient en place. Et donc, on a mis en avant les aides qui sont mobilisables pour les entreprises. On a mis en jaune ici les aides qui sont aussi mobilisables même sous accord. Voilà. Et sinon, le reste, c'est mobilisable tout le temps. Julien, je ne sais pas si tu peux nous dire deux mots par rapport à ça. Simplement, j'entrerai pas dans le détail, mais effectivement, le principe est que lorsque vous avez fait agréer un accord handicap, Mylène l'évoquait, il n'y a plus donc de contribution due annuellement, et vous n'avez plus accès aux aides et services de la GFIP. Sauf ceux qu'on a à l'écran, je vais en évoquer certains, et sauf si vous avez atteint les 6% et dépassé les 6%. Voilà. L'idée, c'est que nous soutiennent aussi les bonnes initiatives. Donc, il y a un certain nombre de services, on en a évoqué, qui restent accessibles aux entreprises sous accord agréé et pas encore à 6%. Pour l'essentiel de l'accompagnement, des études ergonomiques, de l'outillage, en termes de sensibilisation, on estime que ça, c'est un enjeu assez fort. Donc voilà, regardons dans la nuance, échangeons. Très souvent, je me permets cette précision, on raisonne soit GFIP, soit État, soit convention, soit accord agréé. En fait, Mylène l'évoquait, on échange très régulièrement ensemble. Par exemple, les UD ou DETS vont nous contacter dans le cadre d'un projet d'accord pour savoir si on connaît l'entreprise et s'il y a une démarche intéressante à soutenir, qui a déjà été fait. Donc, on a là des interlocuteurs tout à fait complémentaires. Et c'est noté en bas à droite, vous retrouverez l'ensemble de nos aides et de nos services dans notre guide Méthodia. On vous en partagera le lien aussi. La Bible. La Bible, absolument. Et Robin, si tu peux revenir juste en arrière, parce que du coup, on a sauté un petit truc, sur les choses à anticiper, je trouvais quand même important, puisque du coup, tu parlais sur cet aspect-là, notamment quand on quand on s'engage sur une démarche d'accord, handicap agréé, d'avoir une personne dédiée au sujet, ou en tout cas partiellement dédiée au sujet, donc de nommer un référent handicap, et notamment de rappeler que nommer un référent handicap, ce n'est pas lié uniquement à l'agrément de l'accord, c'est une obligation maintenant pour toute entreprise de 250 salariés ou plus. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Ce n'est pas forcément une personne qui va avoir un 100% sur cette fonction-là, mais en tout cas, toute entreprise de 250 salariés ou plus doit identifier, nommer un référent handicap. Il doit être déposé, alors je ne sais plus, Mylène doit pouvoir nous le repréciser, mais il y a un outil… DSN. En DSN, le référent handicap doit être déclaré. Justement, vous avez un espace où on met déclarer la personne référente handicap, qui vous permet effectivement quand on a des communications à faire à l'entreprise, de savoir à qui s'adresser directement. Voilà. D'ailleurs, on m'avait déjà posé la question, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs référents handicap dans une entreprise? Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est libre à chaque entreprise. C'est même encore mieux finalement parce que ça donne de la force à l'équipe. Exactement ça. Souvent, le siège social est en région parisienne et puis plusieurs établissements au niveau national. Donc, certaines entreprises ont des référents handicap dans chaque établissement, donc pour avoir un référent handicap de proximité. Et c'est ce qui est souvent recommandé pour justement un meilleur repérage, un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap en entreprise. Et il me semble aussi que ce poste de pilotage de la mission handicap peut être inclus dans le budget de l'accord? Oui, tout à fait. Dans le budget de l'accord, vous pouvez prendre en charge le salaire chargé des personnes référents handicap, donc selon leur quota au prorata de leur temps de travail. Mais attention, justement, le pilotage et la communication dans le budget de l'accord ne doit pas dépasser 25% des dépenses faites tout au long de l'accord. C'est intéressant, Mylène, parce que quand on a préparé, on s'en est parlé. Moi, quand je suis arrivée dans le champ de handicap, c'était il y a une quinzaine d'années, et il n'y avait pas encore forcément ces limites-là. Et du coup, l'intégralité du salaire d'un référent handicap pouvait être financée via l'accord, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et ce qui permet aussi d'amener les entreprises vers l'autonomie financière, parce qu'on se dit, fin des accords pour certains, comment je vais faire pour financer, etc. Et du coup, finalement, on se rend compte que de toute façon, l'entreprise
doit déjà financer une grosse partie du salaire du référent handicap. Et donc, ça a amené aussi les entreprises vers ce chemin d'autonomisation et de se dire que fin d'accord n'est pas égal à je ne fais plus rien, je n'ai plus de référent handicap, etc., etc. Non, mais c'est vrai que la sortie d'accord, en fait, durant les 6 ans d'agrément, on prépare vraiment à cette sortie parce que le but, c'est d'atteindre les 6%. Et quand on atteint les 6%, on peut avoir les aides de la GFIP, mais on n'a plus ce budget, cette contribution, quoi qu'il en soit. Donc, effectivement, c'est se dire, est-ce que j'intègre vraiment la politique handicap au sein de ma stratégie d'entreprise ou je reste avec les aides pour pouvoir mettre en place. Ouais, on va aller sur la conclusion. Il y avait juste une question, je pense, qui peut être répondue très rapidement. Oui, oui, c'est bien en DSN. Voilà, oui, et juste avant, si on bénéficie d'un accord de branche, est-ce qu'on peut ensuite faire un accord de groupe? Alors après, il faut voir avec les numéros de sirène. Ça, c'est pareil. Voilà, si c'est le même sirène, non. Exactement. Si c'est pas le même sirène, oui, puisqu'en fait, un même sirène a le droit à 2 accords de 3 ans. Exactement. Et un petit mot pour les entreprises qui sont actuellement connectées et qui sont en sortie d'accord. Du coup, ce qui est recommandé, c'est environ 6 mois avant la sortie d'accord, ou enfin en tout cas le plus tôt possible, d'engager cette période de transition. Exactement. En fait, lors de la dernière année quand vous êtes en accord, donc là pour 2025, on transmet à la GFIP la liste et les coordonnées des personnes, des sociétés qui sortent d'accord. Et puis, effectivement, ces sociétés prennent le relais. La GFIP prend le relais avec les sociétés pour voir quelles actions et comment pérenniser cette politique handicap. Et en fait, si on voulait être précis au niveau vocabulaire, ce sont les agréments qui sont limités à 6 ans, mais pas les accords. Oui, exactement. Tout à fait, Julien. Oui. C'est les agréments qui sont, parce qu'on a bien vu qu'on peut faire un accord, signer un accord handicap et c'est un accord de droit commun. Tout à fait. Merci de la précision. Et donc, si ça vous va, on va pouvoir passer sur la partie conclusion. On a essayé d'être le plus concret possible dans les sujets autour de la structuration. Excuse-moi, Robin, on n'a pas, tu as switché juste la convention de service quand même pour en dire 2 mots. Donc ça, oui, pardon, c'est vrai que. D'accord, effectivement, et là on va laisser Julien juste commenter rapidement, mais c'est important puisque du coup c'est un dispositif qui va permettre d'assurer la continuité justement. Absolument. Il nous reste 2 minutes. Je fais très vite, mais nous serons à votre disposition pour évoquer l'ensemble de ces sujets, l'avant-accord, l'après-accord. Je vous le disais, AGFIP et Services de l'État travaillent main dans la main pour accompagner les entreprises et notamment celles, il y avait des appréhensions qui sortent de 6 ans d'agrément de leur accord. L'AGFIP a structuré une offre dédiée et en plus de la convention de développement de l'emploi que je vous ai présentée plus tôt, qui vient vraiment formaliser une démarche, qui est tout à fait envisageable après un accord agréé, c'est aussi possible. Nous vous proposons une convention de service. Le principe est assez simple. C'est une nouveauté, si je ne me trompe pas. C'est une nouveauté. C'est le nouveau produit 2024-2025. L'idée, c'est justement de vous maintenir dans une animation et une animation autonome de ces sujets. Donc, c'est quoi? C'est assurer la continuité, la pérennité des politiques handicap des entreprises, donc on le disait, qui sortent d'accord. Et c'est vous proposer en fait un accompagnement dédié, un accès direct à l'offre de la GFIP sans prescription et une enveloppe financière pouvant vous permettre d'aménager les postes de travail. Donc, en résumé, c'est maintenir l'autonomie que vous aviez, alors sur des dispositions qu'on reprécisera ensemble, mais faire en sorte que vous ne repartiez pas de zéro et que vous puissiez facilement accéder aux aides de la GFIP, facilement aménager les postes et en vous proposant encore une fois une enveloppe dédiée. J'allais dire, pour être très concret, en fait, une entreprise qui était à l'avant autonome et gérer un peu les aménagements de postes de travail avec parfois des demandes ponctuelles de financement à la GFIP. Ensuite, peut-être que l'entreprise est passée sous accord et dans ce cas-là, c'est le référent handicap qui gérait le budget en interne pour aménager les postes de travail, les aides auditives, les chaises ergonomiques, tout ce qui était possible de faire par la mission handicap. Et en sortie d'accord, du coup, ou même sans l'accord, mais en tout cas, si on veut garder cette gestion autonome du budget en termes de maintien en emploi des salariés, c'est là où la convention de service intervient, puisque ça permet de continuer de gérer en autonomie ce budget de maintien, en fait, avec un budget qui est alloué au référent handicap pour faire ses actions.
Et on est très proche de l'esprit de l'accord agréé, effectivement. L'idée là, c'est de pouvoir, notamment, c'est une proposition qu'on vous fait, aménager en autonomie des postes de travail sans avoir à cheminer par l'ensemble des dispositifs que connaissent les entreprises hors accord. Et c'est effectivement un dispositif uniquement pour les entreprises qui sortent d'accord et elles sont quand même accompagnées. Il y a 5 ou 6 webinaires qui sont proposés. Absolument. Et puis, voilà, c'est vraiment étude au cas par cas. Il y a effectivement un diagnostic post-sortie d'accord qui est fait certaines entreprises. Donc voilà, et on a quand même aussi des retours. Il y a 37 conventions de services qui ont été signées sur le 92, notamment par les acteurs du 92 qui sont sortis d'accord depuis 2000. Vous avez compris qu'il y avait un témoin qui était passé effectivement des idées ou d'être à la GFIP, que nous informions suffisamment en amont l'ensemble de ces entreprises, que nous leur présentions la convention de développement de l'emploi et la convention de service. On a créé une équipe dédiée qui est basée au siège de la GFIP à Bagneux. Je vous partage dans la conversation l'adresse mail de cette équipe dédiée, donc n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé. L'idée, encore une fois, c'est que vous soyez bien outillés, le sentiment aussi d'une autonomie préservée sur ces sujets, parce que, et c'est l'objectif de l'accord agréé, on a normalement pu développer une forme de maturité sur le sujet. Donc, c'est de préserver cet esprit-là, de ne pas dérouter les entreprises. Il y a effectivement un retour à la contribution, mais en tout cas une autonomie préservée sur la gestion du sujet du handicap au quotidien et notamment les aménagements de poste. Et du coup, pour conclure, on vous a mis une petite checklist un La petit peu aperçu global voilà, sur qu'est-ce qui pourrait vous amener à faire plutôt un diagnostic, un plan d'action autonome, une convention AGFIP, ou un accord. un accord non agréé ou un accord agréé. Donc, on vous laissera reconsulter un peu tout ça de votre côté. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les envoyer aussi suite à ce webinaire-là. Donc, on va vous transmettre les coordonnées des intervenants pour aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas, Julia, si tu voulais rajouter quelque chose en conclusion de cette intervention. Non, qu'effectivement, vous aurez le petit support et que vous pourrez vous amuser à checker un petit peu voilà, où est-ce que vous vous situez. C'était un petit peu aussi le but, parce que c'est compliqué parfois de savoir par quel bout prendre le sujet, et quand on fait quand on va trop vite, parfois le gap est trop important et du coup on est vite découragé aussi. Et chaque action compte, et du coup doucement mais sûrement, c'est un petit peu le maître mot dans ce domaine-là. Si vous avez des questions, on est encore à votre disposition, on peut rester connecté bien sûr s'il y a des questions complémentaires par la suite. Et non, merci à tous ceux qui étaient présents ce matin. Et moi, je remercie du coup chaleureusement Mylène, Julien, Julia et Pascal qui on est désolé, malheureusement. en parallèle, mais du coup, Mylène a fait son porte-parole. Et on avait aussi Béatrice Détouche du coup de la DETS 91 en Essonne, le territoire où moi à l'ADAP je suis implantée, qui du coup était connectée. Donc merci de votre mobilisation sur ce sujet, c'est important pour nous. Avec plaisir, et effectivement, voilà, à l'écoute de tous ceux toutes les entreprises et les référents handicap qui souhaitent avoir plus de renseignements et sur tout ce qui est démarche et par rapport pour mettre en place un accord, un agrément de l'accord handicap. Du coup, on ne l'a pas dit aussi, mais le taux des 6% peut être réévalué. Il peut passer à 7%, il peut, voilà. Il est révisable en tout cas, mais pas à la baisse, logiquement. C'est ça. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet. Non, mais c'est vrai que c'est important, parce que du coup, c'est pas parce qu'on est à 6% qu'on doit se reposer, entre guillemets, parce qu'il y a les départs aussi des salariés, etc., le turnover naturel, et puis il y a cette obligation qui va être amenée à évoluer dans le temps aussi. Donc, c'est important de maintenir le travail. On a pas mal d'entreprises qui ont 6% et qui demandent quand même l'agrément de leur accord handicap. D'ailleurs, on a abordé le sujet aujourd'hui sous un angle plutôt légal, structuration organisationnelle. C'était l'objet, parce qu'il fallait vraiment documenter cette partie-là. Mais évidemment que l'enjeu, c'est aussi un enjeu de connexion humaine dans l'entreprise, de projet social, de projet d'engagement. Donc, il y a d'autres indicateurs que le taux d'emploi pour voir si la politique handicap est performante.
Ça peut être le retour des collaborateurs, comment ils perçoivent le sujet, comment ils perçoivent les actions au niveau des managers, comment les managers eux-mêmes appréhendent les situations. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être mesurables et cadrées aussi dans le projet de l'accord, Oui. pourquoi pas. Là, justement, tout ce qui est déclaration de RQTH ou de personnes qui se déclarent, qui sont déjà en entreprise, mais qui, par les actions de sensibilisation, l'engagement de l'entreprise, toutes les actions, et qui finalement, ça peut avoir, au bout de 20 ans, se disent, je déclare, ça aussi, ça marque vraiment une action forte, et de se dire, effectivement, il n'y a pas que le taux d'emploi, mais il y a toutes les actions qui vont être prises. Il y en a une question rapidement. On va prendre encore 2-3 minutes de questions. Oui, Janina qui nous dit au 31 mai pour les accords. C'est-à-dire que pour un accord agréé qui démarrerait en 2026, les entreprises ont jusqu'au 31 mai 2026 pour faire la demande de dépôt, puisqu'en fait, l'accord est rétroactif, c'est ça, Mylène? Oui, l'accord est rétroactif au 1er janvier 2026 jusqu'au 31/12/2028. Effectivement, c'est le 31 mai, mais c'est dépôt sur la plateforme Agathe TH. Donc, ce qui va aussi effectivement dire en amont, il y a le dépôt sur Téléaccord, il y a la signature. Donc, voilà. Et du coup, Mylène, on aime bien avoir les accords vers le 20-25 mai, parce que vous savez que le mois de mai est un mois un peu gruyère souvent. Donc, voilà. Mais c'est effectivement la date limite. Et la question était double, du coup, dans le sens, est-ce qu'après, on peut le faire? Mais je suppose qu'on peut le faire, mais pour les accords de l'année 2027, du coup. Oui, à partir du 1er juin 2026, ce sera déposé, mais ce sera pour un accord 2027. Ok. Moi, j'avais une question avant le webinaire, c'était un peu dans les questions préparatoires. Il y a une entreprise qui était sous accord et qui se demandait si elle avait intérêt à passer sous accord handicap agréé, parce qu'elle avait quasiment atteint les 6%, et donc elle voulait savoir si c'était bénéfique pour elle peut-être de se lancer là-dedans. Alors, effectivement, c'est ce que je disais, il y a les 6%. Donc, on peut quand même se dire, voilà, j'ai quasiment atteint les 6%, mais je n'ai pas tout à fait. Et donc, pour pérenniser les différentes actions, il est tout à fait possible de signer un accord handicap agréé, sauf que le budget, puisque la contribution, elle sera beaucoup plus réduite, donc le budget sera quasiment un budget volontaire, j'ai envie de dire volontariste de la société. Donc voilà, il y a moins de contrôle. Elle peut le faire, mais est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce qu'on peut conseiller une entreprise qui a quasiment ces 6% et donc finalement qui n'aurait pas un budget, en tout cas, elle ne ferait pas l'accord agréé pour cette raison-là. Est-ce qu'il y a un réel intérêt ou pas finalement? Alors moi, c'est vrai que je dis, vaut mieux peut-être aller vers avec la GFIP pour pouvoir, puisque quand on a atteint les 6%, il y a pour l'entreprise ayant atteint les 6%, des actions plus importantes avec la GFIP, mais dans l'État, la loi ne nous oblige pas. Oui, en tout cas, c'est tout. Contre-indication de demander un agrément si on atteint les 6%. D'autant plus, si je ne me trompe pas, que plus on s'approche des 6%, plus le budget de l'accord aussi diminue, puisque l'obligation légale est plus. Voilà. Mais c'est pour ça que engager un accord agréé, si tu as 5,8%, pourquoi pas, mais du coup, tu vas peut-être avoir un budget quasiment à zéro. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est pas forcément le plus pertinent en soi. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est pour pouvoir. Souvent, c'est ceux qui atteignent la première année qui s'en rapprochent, mais qui continuent le renouvellement pour pouvoir perdurer les actions. Mais les entreprises qui ont atteint 6% se retournent souvent vers la GFIP. Julien, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe. Mais... Il y a une question de Océane. Vous pouvez ouvrir le micro. Hein, oui, bonjour. Je me posais la question si une entreprise fait un accord agréé, donc elle a ses 3 ans et au bout des 3 ans, elle a atteint, mettons, les 6%, elle décide de ne pas faire le renouvellement à ce moment-là. Est-ce que 3 ans après, par exemple, si elle a besoin d'un nouveau accord agréé, elle peut faire le renouvellement à ce moment? Oui, on considère que c'est le numéro de sirène, vous avez 6 ans et pour l'instant, il n'y a pas de limite dans le temps. Okay, très bien, merci. En général, c'est quand même assez rare qu'une entreprise atteigne les 6% en 3 ans. Mais c'est faisable. Ça dépend du taux de départ, de toutes les actions. Voilà, donc ça peut être des très bons élèves. C'était une très bonne question, en tout cas, merci, parce que je pense que d'autres devaient se la poser. Oui. Et on a une question plutôt pour Julien, du coup, quelle modalité pour une convention de développement emploi, délai, conditions, complexité? Mais non, c'est pas complexe, c'est simple. C'est pas complexe. Là aussi, on essaie de vous livrer un petit peu les clés, pas du camion, mais de la Ferrari, parce que l'idée, c'est que ce soit aussi efficace.
Non, on a des trames à vous soumettre. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une négociation. Et on anticipe un peu l'exercice de l'écriture de l'accord et de l'agrément derrière. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'on aime bien partager avec les représentants du personnel. Donc, on va négocier à GTIP avec l'entreprise pour une atteinte d'objectifs. L'idée, c'est d'être un petit peu ambitieux dans le cadre d'une convention. On est en général sur une durée de 3 ans. Donc, on va essayer d'entrer dans le détail, le nombre de collaborateurs sensibilisés, le nombre de recrutements, alternance. On va pas parler d'alternance, mais c'est un sujet extrêmement important pour les travailleurs handicapés. C'est un travail qui peut prendre un petit trimestre, je dirais, de discussion, de réflexion, d'échange avec vous. On construit aussi un budget. L'idée, c'est que par famille d'action, j'évoquais la sensibilisation, la formation des acteurs d'entreprise, le recrutement, l'accompagnement, etc. Eh bien, on essaie de voir ce qu'on a envie de mettre en place, au-delà des initiatives qu'on connaît, de droit commun, qui sont accessibles, proposées par la GFI, proposées par Cap Emploi, France Travail, l'ensemble des partenaires. Donc voilà, un exercice qui prend un petit peu de temps, qu'on essaie de penser. Et puis après, c'est surtout que ce sont des boussoles importantes pour nous, que ce budget, que les objectifs qu'on aura fixés ensemble. Mais c'est un exercice très intéressant et qui, encore une fois, est un bon entraînement pour la suite. Vous avez des entreprises qui passent directement à l'accord, qui ont envie de tout de suite effectivement formaliser quelque chose et d'en échanger avec les services de l'État. Mais lorsque ça se fait avec nous à travers la convention, c'est plutôt c'est aussi un préalable intéressant, oui. Si je devais un petit peu faire le mot de la fin, ce serait que aujourd'hui, le référent handicap, quand il est en train de mener des actions pour les salariés, il se retrouve parfois un petit peu seul et les actions peuvent être parfois ponctuelles, un petit peu déstructurées. Parfois même, il n'y a pas de référent handicap encore nommé dans l'entreprise et c'est quelqu'un au niveau du service RH ou quelqu'un qui veut prendre le sujet à bras-le-corps et qui essaie de mettre en place des actions. Structurer la démarche, ça permet d'impliquer la direction, d'impliquer le reste du service RH, d'impliquer ou pas les partenaires sociaux, mais du coup plutôt dans le cadre d'un accord ou d'une convention, on va commencer à mobiliser pas mal de personnes et de créer finalement un dispositif qui est propre à l'entreprise et qui permet de la faire performer au niveau de l'inclusion du handicap, puisque on sait que le challenge il est grand. La société, les mentalités évoluent assez doucement. Le fait de donner ce cadre et cette force permet d'aller plus loin dans l'inclusion, dans l'embauche, dans toutes ces actions autour du handicap, et donc de rendre aussi son entreprise la plus accessible possible. Et ça peut être une des causes que vous pouvez soutenir par ces actions. On a une dernière, on a juste une dernière question et puis on va je pense que c'est pour Julien. On va te laisser répondre. La question, c'est du coup, si l'entreprise est proche de 6%, est-ce qu'elle a plus intérêt à passer par la convention avec des actions cofinancées au lieu de l'accord agréé, par exemple? C'est l'esprit. Je ne sais pas qui représente ce matin. Non, c'est l'esprit. Alors, effectivement, après, on a aussi un principe de mutualisation. On a une attention à que l'ensemble des entreprises d'un territoire bénéficient de nos ressources. Donc, effectivement, si l'entreprise a atteint les 6% et donc son obligation d'emploi, on mettra peut-être pas autant de moyens que pour une entreprise avec de vraies capacités, qui est à 3%, qui a des ambitions, etc. Il y a un principe après d'équilibre à tenir. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'est effectivement la bonne formulation. On peut continuer à cofinancer des actions si vous êtes proche des 6%. Donc la convention est intéressante. Là où, comme c'est effectivement très lié à la contribution dans l'accord, c'est plus limité. Pour continuer vos échanges peut-être avec différents interlocuteurs, on vous transmettra en tous les cas les coordonnées sur demande. Toujours est-il aussi que moi-même et Julia sommes aussi très disponibles s'il y a des questions, des interrogations. On est là aussi pour guider les différents acteurs, les différentes entreprises dans l'écosystème, apporter aussi nos conseils avec notre expérience par rapport à tout ce qu'on a pu mener comme un accompagnement, aussi apporter un regard extérieur, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.
Et puis, on se retrouve bientôt peut-être pour un futur événement. Restez bien connectés et inscrits à notre newsletter pour ceux qui ne le sont pas. Vous serez tenus de toutes les prochaines actualités. Et merci encore Mylène, merci à Julien, à Julia et à Pascal. Et on se retrouve bientôt. Merci à tout le monde. Merci. À très bientôt. Cette organisation. Au revoir. Au revoir.